à tous, bienvenue pour cette nouvelle saison des temps forts, nos rendez-vous mensuels sur l'actualité de l'environnement de la formation. Nous sommes ravis, Alexa et moi, de vous retrouver aujourd'hui. Et donc, eh bien, pour aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir la notion des quartiers prioritaires de la ville et ses enjeux avec notre invitée, Madame Cathy Mathieu, déléguée du préfet pour la politique de la ville. Bonjour et merci infiniment de votre présence ce matin. Bonjour, et merci de votre invitation surtout. Alexa, Oui, bonjour. bonjour à tous. Merci aussi à Madame Mathieu de sa présence. Donc juste des petits rappels comme vous en avez l'habitude sur les temps forts. Donc le webinaire est enregistré. Vous aurez accès au replay sur le site du Cariforest, sur le site de Amphore. Vous aurez également accès d'ici quelques jours à une infographie de synthèse qui va reprendre les éléments qu'on aura étudiés et sur lesquels on aura échangé ensemble durant cette matinée. Et puis, vous savez que vous pouvez participer, donc vous pouvez poser vos questions via le chat, via la rubrique de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas peut-être à faire part de retours d'expérience, d'éléments qui vous questionnent sur les définitions, les notions, puisqu'on sait des sujets qu'on aborde peu. Donc, n'hésitez pas à solliciter notre invité pour voilà, des compléments sur les points qui vont être abordés ce matin. Merci à tous. Merci. Alors, Madame Mathieu, bien, la première question, c'est qu'est-ce que la politique de la ville et comment sont définis les quartiers prioritaires de la ville? Oui, mais la politique de la ville, c'est une politique publique qui a aujourd'hui 45 ans d'existence. Elle est représentée sur les territoires par les délégués du préfet. Je vais peut-être un petit peu expliquer en quoi consiste ma mission. Alors, quand je dis ma mission, c'est notre mission parce que j'ai un collègue, Romain Diran. On exerce nos missions sur des territoires bien précis. Romain Diran est sur le territoire de Dijon avec le quartier des Grésilles et de la Fontaine-Douche, ainsi que le quartier de Quetigny-Centre, qui a réintégré la politique de la ville au 1er janvier 2024, mais on y reviendra. Et puis moi, j'exerce mes missions sur le quartier du Mail à Chenauve, du Bièvre du Moulin à Longwy et du Belvédère à Talent. Depuis 18 mois environ, donc je commence à avoir une meilleure vue de mon métier et de ce qu'est la politique de la ville, mais ce n'est pas si facile que ça d'appréhender toutes les notions qui concourent à la réussite de cette mise en place de la politique de la ville. Moi, je suis vraiment ravie d'être là parce que je suis contente de parler de la politique de la ville, des quartiers et de leurs habitants d'une manière positive et constructive. Donc, la politique de la ville, elle est née il y a environ 45 ans. C'est une politique qui est avant tout territorialisée, comme je viens de vous le dire, hein, sur des QPV qui sont définis. Une politique volontariste, parce qu'elle vise vraiment à la cohésion urbaine et à la solidarité nationale et locale envers des quartiers défavorisés. C'est une action en proximité pour répondre aux besoins quotidiens des habitants, mais avec des projets d'envergure. Vous connaissez tous la rénovation urbaine au travers de l'Agence nationale de la rénovation urbaine pour améliorer positivement et surtout durablement les conditions de vie dans les quartiers. Pour cela, elle fait l'objet d'un large consensus politique et elle a survécu à beaucoup d'alternances. Son champ d'application s'est même étendu avec une organisation, une ingénierie et des dispositifs qui engagent des crédits très spécifiques. De la même manière, comme je vous le disais, elle est née il y a 45 ans pour remédier vraiment au premier dysfonctionnement des grands ensembles qui ont été construits massivement après la guerre. On a tous la représentation de ces grandes tours, de ces quartiers qui sont très fermés sur eux-mêmes. Et puis, grâce à l'initiative de l'État, mais aussi surtout avec le travail avec les élus, les collectivités, on a pu vraiment progressivement améliorer le quotidien et les méthodes de travail pour arriver à un résultat qui soit un peu plus tangible. La politique de la ville est donc contemporaine de la décentralisation et du renforcement du pouvoir du maire. Et puis, elle a innové et expérimenté de nouveaux modes d'organisation dans l'action publique, puisqu'on travaille beaucoup, beaucoup en interministériel. Et pour cela, comme vous le voyez sur la slide, il y a des moyens humains et financiers qui sont activés au travers de dispositifs vraiment très, très, très différents. La jeunesse, le sport, l'emploi, le cadre de vie, l'égalité femmes-hommes, tout ça, c'est des enjeux qui vont réapparaître tout au cours des échanges qu'on va avoir sur la vie au sein des quartiers.
Pourquoi tous ces enjeux sont-ils mis en œuvre? C'est parce que la population, elle est beaucoup plus jeune que dans l'ensemble des unités urbaines dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, que la part des familles monoparentales est assez importante, ainsi que le nombre d'étrangers. On a à peu près 21,8% d'étrangers dans les QPB, alors qu'on est à 9% au niveau national. Donc la barrière de la langue, l'intégration, tout ça, ça demande un soutien assez important. Surtout 44,7% des habitants sont en dessous du seuil de pauvreté. On verra de manière un peu plus fine, quartier par quartier, un petit peu plus loin. Le logement, on en parle, c'est une suroccupation assez importante des logements, en moyenne 2 fois plus forte que dans les autres unités urbaines. L'éducation, c'est un écart en moyenne de 7 points au résultat du brevet du collège. L'emploi, le taux de chômage est 2 fois et demi supérieur par rapport aux autres quartiers. Et la santé, le non-recours est extrêmement important. Les vulnérabilités s'accumulent en fait. Il y a évidemment la question de la pauvreté, mais on accumule plusieurs difficultés au sein de ces quartiers prioritaires. Comment se dessinent les quartiers prioritaires? C'est le rôle de la géographie prioritaire. C'est, comme je vous le disais, c'est une politique territorialisée et ça a nécessité cette année, enfin 2023, de redessiner les contours. Les contours des quartiers prioritaires n'avaient pas évolué depuis 2014, date d'élaboration du précédent contrat de ville, comme je vous l'ai indiqué. Et puis, le nouveau zonage s'est fait avec mon collègue qui était référent sur la géographie prioritaire et qui a donc rencontré tous les élus des quartiers concernés, les villes qui ont des quartiers. Et les critères, c'est évidemment le niveau de revenu des habitants. On maille au niveau territorial avec un carreau de 200 mètres par 200 mètres qui est utilisé par l'INSEE. C'est l'INSEE qui fait tous ces calculs. Et puis ensuite, on a un maillage qui est obligatoire. Il faut que le quartier ait plus de 1000 habitants. Il faut que l'unité urbaine ait plus de 10 000 habitants. Et puis, on a eu un plafond du nombre d'habitants qu'il a fallu respecter. Et puis voilà. Que vous dire de plus? Que le carreau ou l'amas de carreau est défini sur les ressources. Donc, c'est des ressources qui sont inférieures à 60% du revenu médian. L'année dernière, ça devait être 11 250 € au niveau national. Et puis là, j'ai recherché, on nous a annoncé 13 100 € pour le territoire de Dijon Métropole. 13 100 € par an sur le territoire de Dijon Métropole, c'est le revenu médian. Depuis le 1er janvier 2024, il y a 6 quartiers prioritaires de la politique de la ville sur Dijon Métropole. Il y a eu des évolutions principales, c'est le retour de Quetigny dans la géographie prioritaire. Quetigny faisait déjà partie de la politique de la ville, mais jusqu'en 2014, où là, le seuil de pauvreté s'est déplacé. Et cette année, ils ont conservé le nom de Quetigny Centre pour le quartier parce qu'ils n'avaient pas envie, les élus n'avaient pas envie de stigmatiser un quartier en particulier. Donc, c'est un quartier qui s'est déplacé un petit peu, mais qui s'appelle quartier Quetigny Centre. Et puis, on a agrandi les contours du Mail et des Grésilles avec un nombre d'habitants un peu supérieur. Les chiffres sont plus tout à fait bons parce que j'ai vérifié hier. C'est des chiffres que vous pouvez trouver sur le site Sigville. On pourra peut-être vous redonner des liens un petit peu plus tard, je vous communiquerai tout ça. Et puis en tapant le quartier, vous voyez certains de ces critères et c'est assez intéressant. Le quartier du Mail est passé à 6 554 habitants, il y a un petit delta. Les Grésilles, on est à 5 111. Fontaine-Douche, 6 999. Longwy, 1153 et Quetigny, 1465. Donc on arrive à 24 692 habitants. Je vous parlais un petit peu des caractéristiques des quartiers, on peut peut-être affiner. Le Mail, c'est 45% de taux de pauvreté au seuil de 60%, avec 28,2% de 16-25 ans qui sont non scolarisés et sans emploi. Et ça, je crois que c'est un chiffre qui va beaucoup vous intéresser. Et puis, on a 26% de familles monoparentales. La Fontaine-Douche, le taux de pauvreté est à peu près équivalent puisqu'il est à 46%.
26%, 27,7% de jeunes qui sont non scolarisés et sans emploi. Nos fameux invisibles, même si personne n'aime ce mot-là, mais on n'a rien trouvé de mieux pour en parler. Et puis 31,3% de familles monoparentales à la Fontaine-Douche. Grésy, on reste à 48% de pauvreté, 18% de jeunes qui ne sont pas scolarisés ni en emploi et 31% de familles monoparentales. C'est des chiffres qui sont relativement stables. Et puis le Belvédère, on arrive à 44% de taux de pauvreté. Un peu moins de jeunes ni scolarisés ni en emploi, c'est 24,4%. Toujours 41,6% de familles monoparentales. Et le Bief du Moulin, c'est 47% de taux de pauvreté et 39,3% de jeunes non scolarisés et sans emploi. 39,3%. C'est quand même un chiffre assez impressionnant. Pour Quétigny-Centre, c'est 35% de taux de pauvreté, pardon, et seulement 20,3%, enfin seulement, c'est le plus faible taux, mais c'est toujours 20,3% de jeunes ni scolarisés ni en emploi. Est-ce que vous avez des questions peut-être sur la géographie prioritaire? J'ai peut-être été trop vite. Il n'y a pas de questions dans le chat pour l'instant, mais du coup, effectivement, après, il y a eu beaucoup de données, donc n'hésitez pas à réagir hein, sur les chiffres. On vous recommuniquera les liens que Madame Et Mathieu a voilà, évoqués. je ne veux pas vous assommer de chiffres, mais c'était surtout vraiment pour faire ressortir les principales difficultés des quartiers prioritaires de la ville. Évidemment, on se doute tous que c'est basé sur le taux de pauvreté des habitants, mais ce n'est pas que cela. C'est vraiment pas que cela. Donc, la seconde, le second gros travail qu'on a eu à faire, c'est autour de la participation citoyenne, puisque les contrats de ville doivent être au plus proche des territoires. On a décidé d'intégrer les habitants, évidemment, hein, parce que c'est quand même eux qui ont cette expertise d'usage, j'aurais envie de dire, hein, malgré notre bonne volonté, on ne participe pas, on ne vit pas je ne vis pas dans le quartier. J'y suis très souvent, parce que je suis beaucoup plus souvent sur les quartiers que dans mon bureau, c'est la moindre des choses. Mais on avait vraiment décidé de jouer à plat sur cette participation citoyenne qui est quand même affichée au cœur de la politique de la ville depuis son origine, avec une démarche de développement social et urbain qui avait été qui inscrivait vraiment les acteurs, dans la construction de leur quartier, avec des questions sur leur envie de transformation sociale et urbaine. Un peu plus tard, la loi de programmation pour la ville et de la cohésion sociale, c'est la loi Lamy de 2014. Elle a inscrit cette démarche de co-construction avec les habitants et des associations et des acteurs économiques. Et puis aujourd'hui, ça s'est vraiment développé au niveau des nouveaux contrats de ville qui s'appelle Engagement Quartier 2030, puisqu'ils vont couvrir cette période de 2024 à 2030. Et on s'est vraiment appuyé sur ce socle citoyen pour élaborer ce nouveau contrat de ville. Il est construit pour et par les habitants, et les besoins et attentes ont été recueillis de manière un petit peu différente. On a fait beaucoup d'allées vers. Alors, quand je dis on, c'est les villes qui ont fait pour certaines des réunions. Pour d'autres, elles ont profité des actions des associations sur place pour questionner les habitants. On avait mis en place un questionnaire commun sur tous les quartiers qui a été utilisé aussi bien par les associations, les élus lors de réunions ou par les médiateurs de médiation prévention Dijon Métropole. Et les médiateurs travaillaient avec les gens pour voir un petit peu ce qui pouvait ressortir pour eux de ce nouveau contrat de ville. Et puis, il y avait eu aussi une concertation sur une plateforme nationale qui a été assez intéressante parce que les habitants des quartiers pouvaient répondre aux questions, mais aussi les habitants hors quartier et les professionnels de la politique de la ville. Donc, ça a étendu un petit peu le champ des répondants. Et c'était assez intéressant de voir qu'en fin de compte, tout le monde se retrouvait un petit peu sur les mêmes enjeux, sur les mêmes défis, et qu'on n'était quand même pas trop éloigné de ce qu'on pensait. On a voulu interroger les citoyens parce que ça accroît l'efficacité des politiques publiques. Si vous partez de la base, évidemment que les gens adhèrent beaucoup plus aux propositions qu'on peut leur faire ensuite. Et puis, pour co-construire les réponses
plus que des solutions. Moi, je préfère parler de réponses. On s'adapte beaucoup mieux. Et puis, elle a renforcé un petit peu le sentiment d'appartenance et d'implication des citoyens. Aujourd'hui, on va faire un retour. On aurait voulu le faire plus tôt et puis le temps passe vite, mais on a promis de leur faire un retour pour voir à quel point on avait pris en compte leurs interventions. Donc, c'est vraiment un processus pour construire des politiques politiques publiques inclusives, transparentes et efficaces. Et puis, en renforçant un petit peu le lien social et la démocratie participative. Sur Dijon Métropole, merci. L'enjeu était vraiment de créer une nouvelle dynamique en s'appuyant sur l'expérience vécue des habitants. Et puis, on voulait revoir un petit peu avec eux les changements qu'ils voulaient vraiment attendre à l'horizon 2030. Et puis, les ressources et les acteurs qu'on pouvait mobiliser. Donc, je vous l'ai dit, elle a été menée sous différentes formes. Et puis, les questions étaient posées sur les défis et les difficultés des quartiers prioritaires, les atouts des quartiers prioritaires, il y en a, les projets et les actions à mettre en œuvre pour répondre à ces défis, et puis les modalités à mettre en œuvre pour renforcer la participation citoyenne. On a donc utilisé plusieurs outils, comme je vous l'ai dit, et puis on a associé ça aux groupes de travail qui ont été mis en place tout au long de l'année 2023 pour de mieux répondre aux contributions des répondants et des résidents, qu'ils le soient ou non, des quartiers prioritaires. Donc, ce qui est vraiment ressorti de ces questionnaires, c'est que la prévention de la délinquance est identifiée comme un défi majeur pour les habitants, qu'ils résident QPV ou hors QPV. Évidemment, c'est un sujet qui est plus tourné vers nos collègues de la police ou de la gendarmerie. Le délégué du préfet a une influence toute relative, mais c'est vraiment, on participe au groupe de sécurité, de prévention de la délinquance, pour qu'on puisse vraiment entendre tout ce qui est mis en place pour améliorer cette situation. Comme autre défi majeur pour les habitants, ça a été le logement, le cadre de vie, l'éducation, l'emploi. L'emploi, ça nous a un peu fait changer d'avis au niveau des groupes de travail, parce qu'au départ, on s'était dit que les demandeurs d'emploi étaient les mêmes, qu'ils soient en QPV ou hors QPV. Et puis, au vu des remontées des habitants, on a vu que c'était un sujet qui était encore très, très, très prégnant, et donc on l'a intégré comme un des enjeux principaux du contrat de ville. Les atouts, c'était là aussi un large consensus et puis très agréable à entendre, puisque c'était le tissu associatif et la solidarité qui ont été mis en exergue. Et puis la jeunesse, y compris pour les habitants hors quartier politique de la ville, qui trouvent vraiment que la jeunesse de ces quartiers est plutôt un atout. Et puis la participation des habitants. Et puis ensuite, les projets relevant du champ de l'insertion et de l'accès de l'emploi, ils sont reconnus comme ceux qui devraient être mis en place prioritairement pour répondre à ces défis. Et puis, pour faire du principe de co-construction une réalité, les habitants identifiaient principalement la nécessité de partager une information claire avec tous les acteurs du quartier et d'assurer une meilleure adaptation à leurs contraintes, telles que les horaires de travail, la garde d'enfants, ça revient assez souvent, et puis surtout l'effectivité de la prise en compte de leurs contributions. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment leur faire un retour. Au sujet du partage de l'information, moi, ça m'avait un petit peu surprise à ma prise de poste, parce qu'on a tous un téléphone portable un peu greffé à la main. Et malgré tout, les informations, elles n'arrivent pas jusqu'à eux. Ils ont pas une très, très bonne connaissance de ce qui se passe autour d'eux, où se situent les institutions. Et ça nous a aiguillés sur le contrat de ville pour choisir des enjeux. Mais je ne vous dis pas ça tout de suite, vous allez le découvrir un petit peu plus tard. C'est un peu de teasing. Voilà. Sur la participation citoyenne, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Là aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, il y avait une question sur le lien que vous avez cité tout à l'heure pour les informations Oui, chiffrées, mais on l'ajoutera dans l'infographie. tout Il n'y a à pas fait. d'autres questions. Effectivement, c'est intéressant. Juste peut-être, alors, je profite hein, de votre pause question pour en
en formuler une. Vous dites que vous avez réintégré les demandeurs d'emploi parce que finalement, vous partiez de l'idée qu'il n'y avait pas forcément de spécificité, on va dire, des demandeurs d'emploi dans les quartiers prioritaires de la ville par rapport à d'autres quartiers, et puis que finalement, il y a des choses qui étaient remontées et vous les avez réintégrées. Est-ce que Oui, vous avez des illustrations de ces spécificités? c'est ce que je vous disais, a priori, la garde d'enfants avec les familles monoparentales, évidemment que c'est encore plus compliqué de trouver une crèche ou une nounou pour faire garder son enfant. Il y avait vraiment ça. Et puis, on se rend compte aussi il y a des personnes qui sont très éloignées de l'emploi et il y a déjà tout un travail de remobilisation avant d'accéder à l'emploi et peut-être même déjà de retourner peut-être à une formation ou avant même l'emploi, quoi. J'avais pris un petit peu des illustrations des paroles des habitants où on disait que, par exemple, l'éducation, quelqu'un avait répondu, l'éducation est le défi majeur, l'éducation au sens large, discipline scolaire, mais aussi culturelle et civique. Euh, Habiter un quartier où l'on se sent considéré, reconnu et entouré des principaux services pour une vie simple et agréable dans la tranquillité et la sécurité. La mixité est si importante à valoriser et à favoriser, ainsi que la diversité des cultures. Ah, voilà, il y a vraiment eu des réponses qui étaient très enrichissantes pour l'écriture de notre contrat de ville Engagement Quartier 2030. Merci. On va pouvoir passer à l'autre thématique sur la suite du contrat de ville Oui, le contrat de ville, et, c'est donc... et peut-être Pardon. évoquer, excusez-moi, évoquer les signataires et les enjeux du coup derrière cette idée de contrat de ville qui est, je pense, assez méconnue. Oui, je pense aussi, et c'est vraiment pour ça que tout à l'heure je vous remerciais de me donner la parole parce que on parle souvent de nos quartiers quand il y a des choses qui bougent et on ne peut pas le nier, mais il y a aussi des choses qui bougent de manière très très positive et ça on en parle beaucoup moins. Et la politique de la ville, elle se contractualise donc hein, au niveau d'un contrat de ville. Chaque territoire construit son propre contrat de ville. Nous, sur Dijon Métropole, sur la Côte d'Or, on n'en a qu'un, c'est celui de Dijon Métropole. Et puis, on est très content des signataires qui, au nombre de 16, je crois, si mes souvenirs sont bons, qui ont bien voulu signer ce contrat. Ce n'est pas toujours synonyme d'argent ou de budget, mais c'est surtout un signe fort. Et au moment de la signature médiatisée de ce contrat, le 27 août dernier à Dijon Métropole, tous les intervenants, que ce soit monsieur le préfet, monsieur le président du conseil départemental, madame la présidente du conseil régional, évidemment le président de Dijon Métropole, ont vraiment dit que c'était un enjeu fort pour chacune de leurs institutions et puis que tout le monde se retrouve là ensemble à signer un contrat en disant bah, nous on est volontaires pour agir. C'était vraiment très très important. Évidemment les villes concernées étaient associées, les bailleurs sociaux parce que c'est des acteurs éminemment importants, la caisse d'allocation familiale, l'Union sociale pour l'habitat. Et puis, donc, il y avait une vraie représentation de toutes les personnes qui sont en capacité d'interagir avec les habitants et sur leur vécu. Voilà, j'ai emmené le contrat de ville, je ne sais pas si ça va être visible, je vous l'emmène et c'est un petit clin d'œil, c'est que surtout il fait 65 pages, il a une calligraphie assez sympa, il y a des petits dessins, c'est pas du tout ce que vous voyez, ce que vous ne voyez pas, mais pour aller le voir, il faut que vous alliez chercher sur le site de la préfecture ou sur le site de Dijon Métropole. Je plaisante avec les 65 pages, mais c'est pas tout à fait une plaisanterie. Le dernier, et c'est pas une critique de l'ancienne équipe, il faisait 250 pages. Donc là, on a vraiment voulu quelque chose qui soit facile à lire, facile à comprendre, qui mette en exergue tout le travail que soit les habitants avaient donné, les associations, les villes, les services techniques, les élus. Je vais en oublier, les bailleurs. C'était vraiment important pour nous que on arrive à voir de manière facile tout ce travail et tout cet investissement. Et je pense que ça vaut le coup d'aller jeter un petit coup d'œil après ce que je vous aurais dit sur ce contrat de ville. Euh, ces contrats engagement 2030, ils ont vraiment poursuivi la volonté du président de la République d'assurer une nouvelle dynamique pour permettre aux quartiers prioritaires de la politique de la ville de sortir d'une situation d'exclusion et de décrochage socio-économique.
C'était vraiment l'objectif d'assurer aux plus défavorisés plus de cohésion urbaine et de solidarité. Donc le contrat de ville de Dijon Métropole, c'est le socle commun des engagements de l'ensemble des partenaires, comme je viens de vous le dire, et il tient compte de projets de territoire établis en lien avec les habitants, les associations, les élus, parce que même si on a 6 quartiers, ces 6 quartiers ne sont pas, c'est pas un bloc. Le quartier du Belvédère à Talent ne ressemble pas du tout au Grésy, qui ne va pas ressembler à Quetigny-Centre, ni dans la manière d'appréhender l'espace, ni sur les habitants et leur manière de vivre. Les signataires, ils ont donc contribué aux orientations stratégiques de ce contrat de ville et ils en assurent la déclinaison opérationnelle avec une mobilisation partenariale élargie à l'échelle de chaque territoire. On va poursuivre sur ces 6 années tout cet engagement. Et puis, en 2027, on va faire un arrêt sur image et faire une évaluation pour voir si on s'est trompé ou si vraiment on a été dans le bon sens, dans le choix des enjeux, évidemment, et puis des orientations un petit peu plus fines. Qu'est-ce que je vais vous dire? Donc c'est un outil partagé, là, vous l'avez vu, il se partage facilement, il n'est pas lourd. Et on a voulu des projets réalistes et puis en déclinant des priorités vraiment sur chaque territoire. Si on peut avancer sur les enjeux, je vais peut-être faire un petit focus sur chacun. Le premier, on avait vu les transitions. Alors ça a été mes premières réunions à mon arrivée. Et rien que déjà la définition de la transition ou des transitions, ça a déjà pris beaucoup de temps. Et puis on a choisi d'en faire quelque chose de global en parlant des transitions au pluriel, pardon, avec la transition écologique, numérique, les mobilités douces et quelque chose qui était un petit peu surprenant, et c'est la transition vers le vieillissement de la population. Parce qu'on parle beaucoup des jeunes des quartiers, mais les quartiers sont de plus en plus vieillissants et avec des problématiques qui sont aussi assez importantes. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Que le contrat de ville, il s'associe au contrat local de santé avec des projets de quartier qui sont des outils pour diagnostiquer ces besoins de santé et puis mettre en œuvre des actions de santé publique. Il y a des actions qui peuvent être marquées sur l'expression manger mieux dans les quartiers. Sauf que on a d'autres difficultés et que quand au 20 du mois, on peut déjà plus acheter de viande, évidemment que manger mieux prend une signification complètement différente de ce qu'on peut entendre dans les médias. Et puis, les territoires prioritaires sont bien souvent les premiers à subir les effets des mutations écologiques. Et on va essayer dans la rénovation des quartiers prioritaires de faire vraiment face à ces défis de changement climatique. Évidemment qu'on pense plus à la végétabilisation, à redéfinir des parcs. Par exemple, à Chenôve, là, il y a un gros travail qui est fait sur le futur parc qui va pouvoir être ouvert, je crois, en 2025. Il y a d'autres endroits où on essaye de faire des efforts sur la végétabilisation des cours d'école. Enfin, tout ça est vraiment en marche. Le deuxième enjeu prioritaire, c'est l'emploi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec des 3 axes qui ont été définis sur la remobilisation des personnes très éloignées de l'emploi et en levant les freins qu'on a un petit peu survolé tout à l'heure. Et puis, pour cela, on a un dispositif spécifique qui est la Cité de l'emploi, qui est comporté par l'association créative sur Dijon Métropole. Les cités de l'emploi, elles mobilisent les services de l'État, les acteurs locaux et les associations en faveur de l'insertion pour l'emploi des habitants des quartiers politiques de la ville. C'est un cadre vraiment coopératif pour traiter globalement des difficultés d'insertion des habitants. Et puis, on coordonne parce qu'on ne veut pas surajouter à des dispositifs qui existent déjà. Dijon Métropole, ils ont choisi au moment de la création de la cité, il y a 3 ans, 2 publics prioritaires, les femmes éloignées de l'emploi. Et puis, il y a eu des actions menées. Cette année, l'action, elle s'appelle le Printemps des Roses. Donc, les femmes, pendant plusieurs jours, pendant la première semaine, travaillent avec des associations qui leur redonnent confiance en elles, qui les reboostent, qui leur font découvrir leurs compétences, parce que
comme beaucoup, elles pensent qu'elles n'en ont pas et en fin de compte, en échangeant, évidemment qu'elles en ont. Il y a beaucoup de travail de péridance aussi, ça c'est assez intéressant. Et puis, de manière un peu plus pratique, elles vont cette année, c'est pour ça que ça s'appelle le Printemps des Roses, travailler avec l'association Le Chant des Sourires, qui est sur Longwy et qui est une association d'insertion. Et puis, elle découvre le travail autour des fleurs. Le Chant des Sourires qui a d'ailleurs été sélectionné pour la nuit du bien commun, qui aura lieu au mois de novembre là, sur Dijon. Le deuxième public qui avait été choisi, c'était les seniors, avec l'action qui s'appelle Regard. Je regarde mes papiers parce qu'à chaque fois je me trompe, c'est Regard caché, Regard croisé. Je le dis jamais dans le bon ordre. Et qui permet la rencontre entre ces publics cibles et des employeurs. Donc là, on a plusieurs entreprises qui peuvent faire partie ou du club des entreprises s'engagent ou de la CPME cette année et qui, après que les gens aient de nouveau travaillé sur leur CV, sur la manière d'être, évidemment, ont l'après-midi 2 ou 3 rencontres avec des DRH de ces entreprises. Et puis après, il y a un débriefing qui leur permet de voir un peu où sont leurs points forts et puis éventuellement les choses à modifier ou à évoluer. J'étais à la clôture de cette action l'autre jour et c'était intéressant d'entendre et les entreprises qui se disent que ben, des fois, il y a des gens qui arrivent avec des CV où on ne voit pas la moitié de ce dont ils sont capables de faire. Et puis des gens qui ont vraiment découvert des compétences et qui ont une confiance en eux qui a été reboostée. Et ça fait du bien à entendre, ça donne un peu plus encore de sens à ma mission. Donc, c'est assez sympa à partager. Voilà. Si on parle de l'enveloppe budgétaire, jusqu'à présent, elle était de 100 000 euros par an pour cette action de coordination. Les cités de l'emploi vont être transformées puisque dans le cadre de la loi plein emploi, elles vont devenir des pactes pour le plein emploi. Donc là aussi, il y a une période de transition qu'il va falloir amortir avec beaucoup de partenaires et évidemment France Travail et toutes les associations ou les centres de formation. Voilà. Sur la tranquillité publique et citoyenne, si vous voulez bien, bon, on le sait, ils sont confrontés à des situations d'insécurité et d'incivilité qui sont un peu plus importantes que sur le reste de l'espace public. Là, on a voulu vraiment coordonner les acteurs pour donner une réponse tant sur le volet prévention que sur le volet gestion de la délinquance. Prévention parce que évidemment que c'est plus facile de mettre un frein à une marginalisation des jeunes ou une fois qu'ils sont tombés dans le trafic ou c'est plus difficile d'aller les rechercher évidemment. Donc là, en particulier, Dijon et Chenôve ont été choisis par la MILDECA pour mettre en œuvre un projet qui sur 3 ans. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que on n'est pas sur l'annualité pour lutter contre le glissement vers le trafic de stupéfiants sur les jeunes. Et là, la ville de Dijon et la ville de Chenôve ont été choisis tous les deux sur 15 projets. Donc on était plutôt contents. Et le fait que les villes travaillent ensemble, je pense que ça va être vraiment très positif. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'association Médiation Prévention de Dijon Métropole. Évidemment que les éducateurs de rue ont un rôle essentiel à jouer. Les médiateurs, pour faire du lien entre tout ce monde-là, c'est vraiment très important. Et puis, on travaille en lien avec nos collègues chargés de mission du Fonds interministériel de lutte contre la délinquance, le FIPD. La MILDECA, je vous en ai parlé. Et puis, à Dijon, enfin sur le territoire, on a 2 quartiers de reconquête républicaine. Là aussi, il y a des fonds qui peuvent être mis en place et qui vont, au sein du contrat de ville, être associés. On ne veut pas être à part. Il faut que tout ça se coordonne. Et puis, autrement, on sera beaucoup moins efficace. Et puis, le 4e enjeu, c'est l'émancipation. Avec une envie de garantir un accès au sport ou à la culture, au loisir, à la vie sociale, qui permettra également de valoriser un peu l'image du quartier. Et puis, elle passera vers un meilleur accès au droit, puisque en plus, Dijon est un territoire zéro non-recours. Donc là, pareil, on va
on travaille ensemble sur sur ce projet-là pour que les gens arrivent à mieux faire valoir leurs droits sur l'ensemble de la métropole. L'apprentissage de la langue française, la politique de la ville finance des ateliers auprès du Sésame, par exemple, et puis l'accompagnement des primo-arrivants. Je vous disais tout à l'heure qu'on a tous un téléphone portable et qu'on sait que les gens arrivant dans les quartiers ne savent pas forcément où s'orienter. Et donc, on va essayer de travailler sur enfin, on va pas essayer, on va travailler sur un petit fascicule qui sera peut-être facile à lire et à comprendre sur où est ma mairie, où est mon centre social, où est mon CCAS. Et puis, accompagner vraiment avec une envie de favoriser l'échange, que ce soit avec l'école. Hein. Je sais que j'ai beaucoup de gens de l'éducation nationale avec nous. Et puis, vraiment faire en sorte que plus on discute ensemble, mieux on se connaît et mieux ça fonctionnera. On a parlé de l'émancipation, de l'éducation. Je vous ai parlé de la cité de l'emploi. Il existe des cités éducatives. Il y en a deux sur Dijon Métropole, une à Chenauve et une sur Dijon. Et là, elle est pilotée par une troïka, Éducation nationale, collectivité et préfecture. Et puis, on met en place des actions sur le primaire ou sur le collège. Il y a un collège chef de file qui est désigné. Et puis, les actions sont basées sur la volonté et le programme pédagogique des enseignants, avec un choix de conforter le rôle de l'école, promouvoir la continuité éducative et ouvrir le champ des possibles. Donc, les porteurs de projets peuvent répondre à une fiche action et puis proposer une fiche action, pardon, et à une réunion, on choisit tous ensemble qui peut correspondre le mieux aux envies et aux besoins des enseignants et des élèves. Un autre programme que j'affectionne moi particulièrement, c'est le PRE, le programme de réussite éducative. Il sécurise le parcours des enfants de 2 à 16 ans, habitant en QPV et en situation de fragilité, mais que ce soit sur le plan personnel, scolaire, culturel et sanitaire. Je dis que je l'affectionne parce qu'on prend vraiment l'enfant dans sa globalité. Et puis parfois, ça va jusqu'à la fratrie, évidemment. Et puis, les parents sont co-signataires de ce contrat et ils doivent s'impliquer. Ça, c'est important. Et puis, on prend vraiment les difficultés qui entourent l'élève. C'est pas forcément que des difficultés scolaires, bien au contraire, mais c'est aussi l'emmener dans une bibliothèque parce qu'à la maison, il n'y a peut-être pas de livres. Et puis, c'est tellement facile d'aller à la bibliothèque, mais il faut être peut-être accompagné la première fois et puis avoir l'envie d'y retourner. Et puis ça, je pense que les programmes de réussite éducative, ils arrivent vraiment bien à mener cette mission sur Dijon Métropole, quel qu'il soit. C'est un chouette outil. Et puis enfin, on a des enjeux transversaux, alors qui peuvent paraître un petit peu évidents, mais la participation citoyenne, évidemment, puisqu'on a construit le contrat de ville grâce à ça et qu'on veut l'évaluer avec eux. Les promotions des valeurs de la République, ça me semble une évidence. L'égalité femmes-hommes et la lutte contre les discriminations. C'est des travaux qui sont encore vraiment à mener. On a l'impression que depuis longtemps, on y travaille, mais on voudrait vraiment que ça soit prégnant dans chaque outil, dans chaque action, et pas seulement une belle idée, mais qu'à chaque fois, on ait bien ça en tête au moment de la construction de l'action. J'espère que je suis claire et que je ne vous ai pas endormi. N'hésitez pas à utiliser le chat pour faire part d'un questionnement, d'une remarque particulière. On a encore une partie qui va faire un focus un peu plus précis sur la partie, on va dire, emploi, formation. Alors, il y a une remarque s'agissant de l'emploi. Il y a aussi un dispositif présent sur la fontaine douche Antenne Axel. Il vise la réinsertion de l'emploi des habitants du quartier et bien plus. D'accord. Ok. Et ben voilà, encore quelques. Alors, je vais me dédouaner en disant que Fontaine-Douche n'est pas mon quartier, mais par contre, je suis très preneuse de l'information et pour en échanger avec mon collègue parce que il le connaît certainement, mais c'est ce qui est intéressant aussi en vous rencontrant, c'est que ça va aussi nous permettre d'avoir des informations qui nous échappent peut-être encore jusqu'ici, mais Romain le connaît peut-être.
En fait, la dernière question que moi j'avais à vous poser, c'était en quoi la formation, est une valeur ajoutée dans les quartiers prioritaires de la ville? Oui, Donc vous l'avez un peu avancé, mais voilà. oui. Oui, c'est évidemment un levier important dans la politique de la ville parce que c'est ce qui va vraiment faciliter la réduction des inégalités sociales et territoriales en améliorant la condition de vie des habitants sur ces quartiers. Et puis, elle peut jouer un rôle stratégique aussi hein, en faveur de l'insertion sociale et professionnelle de ces mêmes habitants. Pour nous, c'était vraiment plusieurs objectifs, c'était lutter contre le chômage. Alors, la politique de la ville ne fait pas tout hein, toute seule. Et je vous ai dit, il y a vraiment une implication dans les autres politiques publiques et dans le droit commun, évidemment. Le droit commun, c'est d'abord ce qu'on recherche. Et puis, la politique de la ville, c'est peut-être que le gâteau du droit commun, il est un peu essoufflé d'un côté et on y met un petit peu d'air pour que ça rebooste. Voilà, la politique de la ville, c'est ça. C'est le petit truc en plus du droit commun. Et puis, la lutte contre le chômage, c'est vraiment comme on l'a vu, hein, le taux de chômage est assez souvent très important dans les QPV par rapport à la moyenne nationale. Ces programmes de formation, ils ne se limitent pas au côté technique de l'emploi, j'ai envie de dire ça comme ça, mais on a dit tout à l'heure, hein, il y a souvent des modules de confiance en soi, de gestion du stress, de communication, de citoyenneté, pour favoriser cette inclusion sociale. Et puis, je pense qu'elle est aussi très importante pour favoriser les inégalités scolaires. Parce que on a un taux d'échec scolaire qui est assez important et en soutenant les jeunes dès l'école primaire et secondaire, on va mieux interagir. Et puis, il y a des outils de tutorat qui sont mis en place aussi au sein de la politique de la ville par plusieurs associations. Et puis, avec des actions de soutien scolaire pur, mais pas que. Et je pense que c'est important. Voilà, les dispositifs, bah, je vous ai dit tout à l'heure, hein, il y a le PRE, il y a le CLAS sur le droit commun, mais il y a aussi tout ce qui est dispositif comme les emplois aidés, avec des partenariats avec des entreprises ou avec des collaborations je vous l'ai dit tout à l'heure, avec des clubs d'entreprise, que ce soit au niveau national ou local. Et puis, ça permet un petit peu enfin, ça permet de proposer des stages pour les élèves de troisième, mais pas seulement, hein, parce que les secondes aussi doivent faire leur stage. Et on sait que pour les jeunes des quartiers, le manque de réseau de leur famille, la plupart du temps, les empêche de faire des stages de qualité. Et puis, nous, on a vraiment à cœur de changer un petit peu ça, parce que l'année dernière, par exemple, on a un élu qui nous a demandé, qui nous a fait passer une lettre de motivation d'un jeune homme du quartier de Fontaine-Douce, je crois, et qui disait que il voulait faire un stage dans l'informatique et qu'à la préfecture, nos collègues de l'informatique devaient avoir le savoir. Donc, ils n'ont pas pu lui résister, donc ils l'ont pris en stage pendant une semaine et ça a été plutôt sympa. Et je veux vraiment qu'on arrive à développer ça parce qu'il faut que nous, on montre l'exemple. Hein. C'est pas le tout de demander aux autres de prendre des stagiaires de troisième, mais je pense que l'administration est bien partie pour montrer l'exemple et de plus en plus, ça se fait. Ce qu'on choisit souvent, c'est peut-être pas seulement un service, mais il fait plusieurs services dans les 5 jours ou les 4-5 jours de stage pour que ça soit un petit peu plus vivant et plus intéressant pour le ou la stagiaire. Euh, évidemment, les stages pour accéder plus facilement à l'emploi, on y travaille. Je sais que sur certains territoires, il y a beaucoup un échange avec l'école de la deuxième chance. Nous, on travaille moins sur Dijon Métropole, donc j'avais décidé ça fait partie des gens qu'il faut encore que je rencontre pour travailler sur les jeunes sans qualification. Et puis, on a fait un groupe de travail sur les jeunesses. Et je pense que ça sera vraiment une partie intégrante, cette notion de la formation sur ce groupe de travail. Et puis, je vous ai dit, l'accompagnement donc, de ces publics, c'est les jeunes, avec la fameuse plateforme du stage, mon stage de troisième, mais c'est aussi les femmes, avec des actions spécifiques, parce que vraiment, les discriminations sont quand même encore un peu plus importantes, avec une place des femmes qui est plus compliquée à trouver dans le monde du travail, quand on est une famille monoparentale, on a des difficultés pour faire garder les enfants. C'est vraiment des choses qu'il faut coordonner pour faire ce levier qui est vraiment important. Voilà, le numérique, oui, on en a parlé tout à l'heure parce que autant on a tous un téléphone portable, autant c'est plus difficile pour les personnes d'utiliser un ordinateur parce que d'abord il faut en avoir un.
Et puis même quand on a accès sur des points d'accès au droit, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis là, on a réussi avec une association qui avait envie d'avoir enfin, qui avait besoin d'ordinateurs pour le soutien scolaire, mais qui avait aussi l'envie de pouvoir les faire utiliser par les mamans pendant que les jeunes sont à l'école. Et puis, on a réussi à avoir 2 ordinateurs réformés de la préfecture qu'on va pouvoir donner à l'association. Donc, voilà, c'est des toutes petites choses, mais je pense que ça participe vraiment à la réussite de la mise en œuvre de notre contrat de ville sur Dijon Métropole. Après, il y a des développements qui se font dans les QPV au niveau national, comme des dispositifs comme quartier productif, qui est en expérimentation sur une dizaine de territoires. Et puis, on a un nouvel axe qui est assez important, c'est promouvoir l'entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, parce que avoir un emploi, c'est peut-être aussi le créer. On a fait une première expérience avec la Cité de l'Emploi au mois de septembre ou octobre, je ne me rappelle plus, octobre, je crois, sur Quetigny. On a fait un forum une matinée et on a eu une quarantaine de personnes. Donc, pour une première fois, on était contents. Et surtout, on était satisfaits parce qu'on a eu des témoignages de personnes issues de quartiers prioritaires de la politique de la ville qui sont venues nous dire quelles étaient les chances de créer son entreprise, mais aussi les freins. Parce que vendre du rêve, dans ces cas-là, je pense que c'est à éviter. Et donc, ça leur a montré que c'était extrêmement motivant, mais qu'il fallait aussi y aller tranquillement, se faire accompagner par les bonnes personnes, par l'ADI, par France Travail, pour vraiment construire un projet correct. Les cités de l'emploi, je vous en ai parlé. Il y a des appels à projets parfois qui sont lancés et que nous, on peut diffuser. Et puis, sur certains territoires, il y avait les entreprises Pacte. Ça ne s'est pas développé sur Dijon, mais aujourd'hui, on a la volonté de coordonner. Les entreprises s'engagent pour qu'on aille vers des entrepreneurs qui soient un peu plus encore plus à l'écoute, parce qu'ils le sont déjà, soit des salariés des quartiers prioritaires de la politique de la ville, mais aussi aller peut-être s'y installer, enfin, etc. C'est vraiment le monde de l'entreprise a toute sa place au sein du contrat de ville. Et puis voilà, je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire sur l'accompagnement vers l'emploi, la formation continue, l'entrepreneuriat, l'emploi des seniors. Et puis, il y a peut-être un autre point, avec l'éducation nationale auquel je pense, là, c'est les cordées de la réussite, où on a un chef de cordée, un lycée qui vous emmène dans sa formation. Et ça, c'est des choses qui fonctionnent bien aussi. J'y avais peut-être pas pensé au moment de l'écriture des slides, mais voilà, c'est quelque chose qui fonctionne pas mal aussi pour montrer aux jeunes qu'il y a vraiment tout un champ de formation qui leur sont ouverts et auxquels on ne penserait pas. Et peut-être encore plus les filles sur les métiers techniques, enfin, des choses comme ça. Voilà, je crois que je vous ai fait un petit diaporama de la politique de la ville et des contrats de ville de Dijon Métropole. Alors, moi, je ne vous entends pas. Oui, il n'y a pas le micro. Je disais qu'on allait reprendre les questions. Donc, il y a une question, mais j'encourage, puisqu'il nous reste 5-6 minutes avant de faire la conclusion, toutes nos personnes participantes à aller sur le chat et puis à faire part de leurs retours, de leurs remarques, de leurs questions. Donc, je vous la lis au sujet des femmes et de l'emploi. De quelle manière les référents mixité et égalité de la Bourgogne-Franche-Comté sont-ils mobilisés pour intervenir sur ce champ de compétences? Alors, nous, on passe beaucoup par la déléguée des droits des femmes chez nous, parce qu'elle est à proximité, puisqu'elle est à la préfecture. Et puis, c'est des travaux qu'il ne faut que démarrer, en fait, au sein du contrat de ville. Et 2024 est une période un peu particulière, mais toutes ces actions-là vont vraiment se lancer de manière un peu plus pratique sur 2025. Pas d'autres questions pour l'instant. Alors j'en profite, je relais aussi d'autres questions. Vous l'avez un peu évoqué parce que vous l'avez dit en filigrane dans les éléments. Du coup, est-ce qu'on peut considérer que la préfecture et par rapport au lien avec la politique de la ville fait partie du réseau pour l'emploi, puisqu'on est en train d'évoluer sur une nouvelle structuration avec des restructurations au niveau régional. Et du coup, c'est vrai que c'est encore un peu peut-être flou sur les contours du réseau pour l'emploi. Oui, alors là, je suis vraiment pas là, je serais encore moins spécialiste mais
pour moi, la préfecture, c'est pas un acteur majeur du réseau pour l'emploi, mais elle vise quand même les différents services qui peuvent être saisis, visent quand même à coordonner tous ces acteurs. Il y a évidemment nos collègues, plutôt que la préfecture, j'aurais envie de parler de l'administration territoriale de l'État, puisque nos collègues de la DETS, direction départementale de l'emploi et des solidarités ou la direction régionale de la DRETS ont évidemment beaucoup de services qui sont impliqués directement sur le travail que nous demande la loi plein emploi. Mais là, voilà, il y a aussi, en temps de crise, hein, quand il y a des crises, quand il y a une usine ou une entreprise qui a des grosses difficultés, il y a des services de la préfecture qui sont impliqués. Voilà, je pense que c'est plus dans la coordination que en direct, je vais dire. Merci. Du coup, une autre question que je vous lis concrètement. Où est-ce que les habitants des quartiers prioritaires de la ville peuvent retrouver ces informations? Qui peuvent-ils rencontrer sur le terrain? Eh ben, le délégué du préfet, déjà, hein, on est vraiment sur le terrain. Euh, les associations savent nous joindre si nécessaire. Nous, on a essayé de faire le maximum de publicité sur le fait que le contrat de ville était en lien sur les sites de la préfecture ou de Dijon Métropole. Mais que ce soit Romain ou moi, on participe à beaucoup de réunions avec les associations parce que c'est vraiment notre point de rentrée ou avec les municipalités. Moi, je suis une cohorte de parents, par exemple, sur la cité éducative de Chenauve, et ça permet d'avoir d'autres réponses que celles qu'on aurait nous toutes faites. Il y a eu des échanges avec des mamans qui accompagnent leurs enfants tout au long du trajet pour qu'ils soient protégés des tentations qu'on peut leur soumettre. Voilà, ça c'est valable dans beaucoup de quartiers. Les parents sont extrêmement impliqués et en aucun cas démissionnaire. Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment, mais la déléguée du préfet ou le délégué du préfet sur ces quartiers-là, c'est la porte d'entrée obligatoire. Il y a aucun souci. C'est vraiment, ça fait vraiment partie des gens avec qui enfin, des personnes que vous pouvez solliciter. Après, il y a des questions de mise en réseau hein, pour avoir vos coordonnées qu'on Oui, remettra oui. aussi. Hein. On Bien va sûr. vous fournir dans l'infographie les éléments de synthèse chiffrés, puis les liens que vous avez évoqués, le lien vers le contrat de ville et vos coordonnées de manière à ce que tout le monde puisse C'est entendu. en bénéficier dans l'échange d'informations. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. On va se laisser encore une ou deux petites minutes avant le mot de la fin. Il est presque midi. En tout cas, c'était très, très riche Oui. et on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives et que je pense on méconnaît la plupart de ces Complètement. initiatives qui ont des impacts quand même très importants sur beaucoup de sujets. Oui, la politique de la ville, elle a souvent été critiquée parce qu'on nous dit, c'est quelque chose qui existe depuis 45 ans, mais les choses ne changent pas, et ce n'est pas vrai. D'abord parce qu'il y a un renouvellement dans la population des quartiers, donc automatiquement, des gens sortent du quartier et d'autres arrivent parce que c'est voilà, c'est le turnover comme ça qui se crée, on parle plus souvent des choses négatives dans nos quartiers que des choses positives parce que voilà, c'est les informations qui transitent plus sur les réseaux sociaux. Voilà, ça intéresse plus les gens. Mais il y a vraiment des belles actions. Et puis, il y a un maillage associatif. Et de plus en plus, les gens, on arrive à travailler beaucoup mieux en travail partenarial. On reste plus chacun. Enfin, on voit que au début de ma mission, quand j'ai participé au groupe de travail, ça a été vraiment un leitmotiv, quoi. Chacun dans notre coin, ça sert à rien. Un millefeuille d'action, ça sert à rien. Il y a vraiment une volonté de se dire, bah voilà, telle personne a telle difficulté, où est-ce que je peux l'orienter? Voilà, bah c'est toi qui peux l'aider, c'est toi qui peux appuyer sur les compétences qu'elle a. Il y a vraiment des chouettes choses à faire. Pas d'autres questions, Alexa? Non, Non? je te Bon. rends la parole. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, Madame Mathieu, nous vous remercions infiniment pour cette présentation, car cela nous a permis effectivement de découvrir des aspects que l'on ne connaissait pas des quartiers prioritaires de la ville, et puis donc son lien qu'il peut y avoir sur le territoire.
Merci infiniment. Merci beaucoup d'avoir participé et surtout d'avoir répondu présent pour pouvoir témoigner sur ce sujet. Donc, merci encore. Non, non, merci à vous. J'en profite pour donc vous remercier également. Rappeler qu'à la fin de ce webinaire, vous allez tous avoir accès à une toute petite grille de satisfaction hein, dans le cadre de notre logique d'amélioration continue. Donc, merci de prendre les quelques minutes, 2-3 minutes pour la renseigner. Vous pouvez nous proposer aussi des thèmes pour les prochaines programmations de temps fort. Donc ça, c'est toujours très intéressant pour nous et on se base sur vos retours pour la programmation. Donc, n'hésitez pas à nous proposer le maximum de sujets qui vous intéressent. Et puis, on se dira à très bientôt sur les prochains temps forts. Ok. Merci. Merci à Merci, au tous. revoir à tous. Au revoir. Et juste donc avant de vous quitter, je voulais vous rappeler que bon, les Amphores lancent ces open badges et donc vous savez que bon, lorsque vous avez suivi justement les temps forts, vous avez la possibilité à partir de 3 temps forts de pouvoir, obtenir un badge, donc celui de temps fort addict. Donc je vous mets en lien la possibilité justement de réclamer votre badge, donc n'hésitez pas à le faire et puis, n'hésitez surtout pas à nous contacter par rapport à ce sujet. Et donc, les prochains, on se retrouve pour un épisode 3 qui sera consacré aux questions d'usure professionnelle et de reconversion, ce qui est aussi un sujet intéressant et d'actualité. Et puis, en décembre, on se retrouvera sur les rendez-vous de la réglementation sur les dispositifs de financement. Donc là, vous pouvez déjà vous inscrire sur le prochain épisode du mois de novembre. À très bientôt sur les prochains temps forts. Merci à tous. Au revoir. Encore merci, Madame Mathieu.